Madame, Monsieur, bonsoir. Les jours passent, mais la crise anglophone, elle reste prégnante dans le débat sociopolitique au Cameroun, d'autant qu'à l'heure qu'il est, aucune option de sortie de crise ne semble se dessiner à l'horizon. Notre invité cette semaine, dans notre programme Géopolis, jette un regard sur cette question de la crise anglophone. Autre sujet dans cette émission, l'élection présidentielle de 1992 au Cameroun. Il y a quelques jours de cela, Maître Akeremouna, candidat à l'élection présidentielle de 2018, a affirmé que ni John Frundi avait remporté ce scrutin devant Paul Biya. Notre invité prend le contre-pied de cette affirmation en apportant quelques éclairages. Enfin, le découpage électoral reste une pomme de discorde entre pouvoir et opposition au Cameroun. Qu'en est-il au juste de son impact sur le résultat lors d'un scrutin? Est-il réellement mieux cerné par les acteurs politiques camerounais? Notre invité en sait également un rayon sur cette question. Madame, Monsieur, nous accueillons ce soir sur le plateau de Géopolis l'honorable Barnabé Elundu. Bonsoir, honorable. Bonsoir, Monsieur Gizogo. Alors, vous êtes député RDPC à l'Assemblée nationale, notamment de la Léquier. Pour être précis, quel Léquier? Avant de vous répondre, je voudrais préciser une chose. Je suis l'invité de votre émission ce soir en tant que citoyen camerounais, en tant que Lundu Barnabé. Oui, d'accord. Je ne suis mandaté ni par mon parti, ni par l'Assemblée nationale. Les opinions que je vais émettre au cours de notre entretien engagent ma modeste personne. Et je voudrais que cela soit clair. Je ne parle pas ici au nom d'un parti. Je ne parle pas ici au nom du Parlement auquel j'appartiens. Cela dit, je suis néanmoins député RDPC de la circonscription électorale Léquier-Ouest, qui couvre les arrondissements de Monatélé, de Vodula, d'Okola et de Lobo. Et je suis député de la Nation. Alors, mais je rappelle quand même, pour être tout à fait complet sur votre présentation, M. Barnabé Elundu, que vous êtes également membre du Conseil supérieur de la magistrature. C'est bien cela? Le président de la République m'a accordé ce privilège. Voilà. Mais vous avez également une longue carrière derrière vous d'abord. Vous êtes diplômé de l'École nationale d'administration et de magistrature, section régie financière. 1982, votre sortie de l'ENAM, mais vous avez servi l'administration camerounaise pendant de nombreuses années, notamment vous avez servi à la police, vous avez servi au ministère de l'administration territoriale, puis au ministère de la santé publique. C'est également exact, à peu près, si on a oublié des choses, vous pouvez compléter. Je suis effectivement diplômé de l'École nationale d'administration et de magistrature, promotion 1982. Je suis inspecteur principal hors échelle des régies financières, option comptabilité matière. Je suis un fonctionnaire à la retraite après avoir servi au ministère des Finances, au centre hospitalier universitaire de Yaoundé, à la délégation générale à la Sûreté nationale, au ministère de l'administration territoriale pendant 12 ans, au ministère de la Santé publique une seconde fois pendant 6 ans. C'est en 2012 que j'ai été admis à faire valoir mes droits à la retraite. Et à la faveur des consultations de septembre 2013, le parti auquel j'appartiens a bien voulu m'investir comme candidat pour être député à l'Assemblée nationale. Donc depuis le 30 septembre 2013, je suis député RDPC à l'Assemblée nationale. Voilà, on aura fini cette présentation qui est loin d'être exhaustive, Monsieur Elundu Barnabé, lorsqu'on aura dit quand même qu'en matière électorale, nous aborderons la question dans cette émission, vous avez occupé d'importantes responsabilités, puisque vous avez géré 4 scrutins dans ce pays, à partir des municipales de 1996, la présidentielle, les législatives de 1997, 2 fois législatives, puis les partielles de cette même élection, puis l'élection présidentielle de 1997 également, et qu'enfin, lorsqu'il y a eu ce raté lors du double scrutin de 2002, vous êtes également intervenu cette fois-là dans ce processus électoral également. Oui, M. Gizogo, je dois dire que j'ai eu le privilège
de servir aux côtés des hauts responsables de la République qui avaient en charge la gestion des questions sensibles de la République. En 1990 déjà, j'ai été à la délégation générale à la Sûreté nationale pendant la période de Braise, où j'ai travaillé tour à tour aux côtés du ministre Nan François, j'ai travaillé aux côtés du ministre André Tsungui, j'ai travaillé aux côtés du ministre Jean Fauchivé dans les fonctions de sous-directeur des affaires financières à la Sûreté nationale. Au sortir de là, j'ai été nommé par le Premier ministre directeur des affaires générales au ministère de l'administration territoriale, où j'ai eu à prendre en charge la gestion des ressources humaines, financières et matérielles de cet important département ministériel. Et c'est à ce titre que j'ai eu le privilège de m'occuper de l'organisation logistique des 4 consultations électorales véritablement démocratiques de la République, à savoir les municipales du 21 janvier 1996, les législatives de 1997, les législatives partielles de 1997 et l'élection présidentielle d'octobre 1997. Toujours dans mes fonctions au ministère de l'administration territoriale, j'ai été nommé conseiller technique et au cours du scrutin, du double scrutin du 23 juin 2002, il y a eu des problèmes que tous les Camerounais savent. Et à la suite de ces problèmes, j'ai été appelé à porter ma petite contribution pour rattraper le raté du 23 juin. Et c'est ainsi que j'ai eu également le bonheur d'organiser à la satisfaction générale le double scrutin du 30 juin 2002. Ah oui, alors, honorable Barnabé Loundou, comme on peut le constater, vous avez un parcours plutôt de haut vol dans l'administration camerounaise jusqu'à votre admission à la retraite, comme vous l'avez souligné ici. Donc, pour aborder les sujets dont nous parlons ce soir, on peut dire que vous n'êtes pas un inconnu, que vous savez très bien que ces sujets vous sont exactement à la hauteur de ce que vous savez dans ce pays et de tous les services que vous avez rendus. Bien, merci encore d'avoir accepté d'être l'invité de Kinox Télévision dans le cadre de cette émission Géopolice, honorable Barnabé Loundou. Alors, d'entrée de jeu, honorable, la crise anglophone, je le disais dans mon introduction, elle reste le débat le plus prégnant de l'heure dans la scène sociopolitique camerounaise. Et vous, comment regardez-vous tout cela, la crise anglophone? Qu'est-ce que cela vous inspire? Vous êtes à l'Assemblée nationale. Comment la vivez-vous? Qu'est-ce que vous en pensez? Je vis avec beaucoup de douleur ce que le Cameroun traverse en ce moment et que certains de bonne foi ont qualifié de crise anglophone. Mais de mon point de vue, je ne pense pas que l'on puisse qualifier cette crise anglophone. Pourquoi? Parce que les gens qui n'osent pas se dévoiler ou qui n'osaient pas se dévoiler se sont servis d'un certain nombre de personnes pour tenter de déstabiliser notre pays. Et ils ont donc entrepris, à travers des réseaux sociaux, à travers des médias internationaux, de présenter le Cameroun, de peindre le Cameroun en noir et de susciter des descentes dans la rue pour se servir de ces descentes, d'avoir des images qui leur permettent d'alimenter les réseaux sociaux pour noircir auprès des chancelleries internationales l'image de notre pays. C'est pour cela que je n'aime pas beaucoup m'exprimer à ce sujet, parce que si ce n'était que moi, on l'aurait qualifié de crise de l'Amazonie. Crise de l'Amazonie. De l'Amazonie. Pourquoi vous dites crise de l'Amazonie? Parce que ceux-là même qui sont des acteurs, des activistes de cette crise, l'ont appelé ainsi. Et c'est comme cela que depuis 3 ans, ils ont écrit et chanté un hymne national qu'ils ont entrepris à travers les réseaux sociaux à enseigner aux populations de ces 2 régions. Vous avez dû remarquer que lors des récents mouvements dans cette région, tout le monde chantait à l'unisson un hymne national. Les Camerounais se sont demandé mais à quel moment ils l'ont appris? Ils l'ont appris depuis 3 ans à travers des réseaux sociaux. Ils ont, depuis 3 ans, présenté aux yeux du monde un passeport
où on pouvait lire République de l'Ambazonie. Ils ont présenté une carte nationale d'identité où l'on pouvait lire République de l'Ambazonie. Ils ont même battu une monnaie. Et au moment où ils faisaient tout cela, les enseignants n'étaient pas encore descendus dans la rue. Les avocats n'étaient pas descendus dans la rue. Mais eux, ils étaient très très actifs dans les réseaux sociaux. Ils ont commis plus d'une centaine de vidéos via YouTube qu'ils transmettaient à leurs parents pour leur expliquer ce que c'est que l'Ambazonie, pour leur expliquer pourquoi ils doivent se soulever pour revendiquer l'indépendance de ce qu'ils appellent eux-mêmes les peuples indigènes d'Ambazonie. Ce n'est donc pas un problème de langue, ce n'est pas un problème d'anglophone. Si vous dites, c'est un problème d'un certain nombre d'individus qui ont pour calendrier caché, agenda caché, de déstabiliser notre pays pour espérer diriger un État qu'ils ont eux-mêmes baptisé l'État d'Ambazonie. Donc pour vous, c'est clair que ce n'est pas une affaire qui concerne le Cameroun, ou alors il faut considérer, comment faut-il considérer ces personnes dont vous parlez, à l'heure qu'il est? À partir du moment où il y a deux régions de notre pays qui sont impliquées, on ne peut plus dire que ce n'est pas une affaire qui concerne le Cameroun. Vous savez très bien que depuis 1961, il existe un groupe sécessionniste, la SINC, qui a de tout temps agité les velléités, les intentions séparatistes dans notre pays. Et depuis 1961, tous les ans, pour ceux qui ne le savaient peut-être pas, il y a des mouvements importants dans les deux régions de notre pays où ceux-là, malgré le référendum, ont continué à penser que cette région devrait appartenir à un État autonome qu'ils appellent depuis lors la Southern Cameroun ou bien l'Ambazonie, comme c'est le cas maintenant. Donc, si l'on devrait parler de la langue, je ne pense pas que nous devrions nous diviser pour la langue. Je ne pense pas que l'objectif c'est la langue. Ce n'est pas les problèmes liés à ce qu'ils appellent les problèmes d'anglophones, la marginalisation. Ces problèmes qui existent, qui sont pertinents, ces problèmes qui existent et qui sont pertinents, peuvent être adressés autrement que par la rue. Ces problèmes peuvent être adressés autrement que par la rue. Et même que lorsque ceux-là sont descendus dans la rue, le gouvernement de la République en a tenu compte. Le président de la République a prescrit des échanges, un dialogue avec ceux-là qui étaient dans la rue, avec les avocats, avec les enseignants. Mais nous avons tous constaté que le dialogue a échoué, non pas du fait du gouvernement, mais le dialogue a échoué pourquoi? Parce que les interlocuteurs en face n'avaient pas le pouvoir de décision. Ce n'étaient pas les bonnes personnes. Ils recevaient des instructions d'ailleurs. Ils recevaient des instructions d'ailleurs, et à chaque fois qu'on tendait vers l'aboutissement d'une rencontre, ceux-là qui sont ailleurs leur disaient, si vous signez, vous aurez de nos nouvelles. Et c'était des menaces, et des menaces très sérieuses. Vous vous rappelez de cette nuit où dans les services du gouverneur de la région du Nord-Ouest, il y avait une rencontre entre le gouvernement et les enseignants, et où une meute d'individus est descendue dans les services du gouverneur à minuit, prétendant qu'on a pris les enseignants en otage. Tout simplement, pourquoi? Parce que ceux-là qui donnent des ordres ont pensé que le temps qui passait allait amener les autres à fléchir et à signer quelque chose de concret avec le gouvernement. Et ils ont envoyé leurs soldats pour les faire sortir de là. Mais je dois dire que tout ce que je dis là maintenant, pour les Camerounais qui veulent, ils rentrent dans YouTube, ils vont le vérifier. À chaque fois qu'il y avait une rencontre programmée avec les enseignants ou avec les avocats, les résultats étaient connus d'avance. Ces individus vous annonçaient que demain,
Il y a une rencontre avec les enseignants, mais il n'y aura aucun résultat. Et c'est ce qui explique les points de discussion exponentiels à chaque fois. Quand les gens venaient, ils venaient avec une revendication et le gouvernement faisait un pas. Quand on croyait avoir résolu ce problème-là, un autre surgissait. Tout simplement pourquoi? Parce que les autres leur avaient dit il n'y a rien à faire, il n'y a pas de dialogue qui vaille. La seule chose qu'ils souhaitaient, c'est de les envoyer dans la rue. Et comme ils savent très bien qu'en descendant dans la rue, il y aura des débordements, certainement, puisqu'ils s'attaquent à des forces, ils s'attaquent à un État, il y aura une réaction. C'est les images de cette réaction-là qu'ils recherchent, le produit de leur propagande. Et c'est pour ça que ces images ont inondé les réseaux sociaux à travers le monde. Oui, comment trouvez-vous cette réaction des forces de l'ordre et autres? Elle a quand même fait l'objet d'un grand débat ici et continue d'ailleurs. On trouve que les forces de l'ordre, c'est des critiques par exemple d'Amnesty International, de l'Organisation de défense des droits de l'homme qui estiment que les forces de défense camerounaises ont fait usage d'une violence disproportionnée. De toutes les manières, le professionnalisme des forces camerounaises est établi dans le monde. Vous avez vu plusieurs fois les Nations Unies solliciter les forces camerounaises pour aller maintenir l'ordre dans tous les pays en difficulté dans le monde. Plusieurs missions sont parties du Cameroun pour aller rétablir l'ordre dans des pays étrangers sous la houlette des Nations Unies. Si nos forces n'étaient pas professionnelles, je crois que cette sollicitation n'aura pas été possible. C'est tout ce que je puis dire. Quand on vous entend parler, honorable, vous dites que ces gens, les leaders qui discutaient avec le gouvernement, étaient otages. Est-ce à dire qu'aujourd'hui, dans le nord-ouest et le sud-ouest, dans la partie anglophone du Cameroun, il n'y a pas d'interlocuteur? Il n'est pas possible d'avoir une discussion entre le gouvernement et ces personnes, même pour faire des revendications que vous dites, vous-même vous reconnaissez fondées? Je vous ai dit tout au début qu'il faut distinguer deux choses. Ce que des Camerounais de bonne foi qualifient de crise anglophone et qu'ils présentent en termes de marginalisation, en termes de frustration, en termes d'insuffisance de développement, en termes de déficit de gouvernance, cela, c'est des problèmes qui peuvent être adressés autrement et qui peuvent faire l'objet d'un dialogue franc et constructif avec le gouvernement. Et il y a donc, à côté de cela, d'autres leaders qui ont un calendrier caché et qui vous disent que le président de la République a mis trop longtemps au pouvoir. À défaut de le faire partir par la voie des urnes, il faut créer du désordre, créer un État. Ils vont donc restreindre la circonscription électorale nationale pour se retrouver avec une petite circonscription de 44 mètres carrés et espérer diriger un État. C'est de cela qu'il s'agit. C'est pour ça que je dis que je n'aime pas m'exprimer sur cette affaire, parce que quand on l'observe, il y a d'un côté des Camerounais de bonne foi qui ont des revendications que nous tous, nous pouvons porter. Député de la nation, je suis à même de porter les problèmes des populations de Bouy. Je suis à même de porter les populations de Mamfé. Et nous voyons quelle est la situation de notre pays dans cette zone, et surtout dans la région frontalière. Nous savons quelles sont les difficultés que ces populations ont. Nous pouvons très bien les porter dans un cadre organisé respectant les institutions républicaines. Mais à partir du moment où vous croyez que vous parlez des problèmes de votre pays, vous voyez des gens qui vous disent que non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de ce que vous nous avez envahis, vous nous colonisez, vous faites ceci. Et nous allons sortir les peuples indigènes d'Ambazonie de votre joug. Mais quelle insulte à notre pays. Alors, honorable, vous dites, vous-même vous l'avez également dit, que depuis 1961, cette tendance autonomiste existe. Elle n'a pas été prise en compte lors du référendum de 61 des Nations Unies qui indiquait le rattachement soit vers le Nigeria, soit l'indépendance au Cameroun. Alors, mais pourquoi est-ce que maintenant on a le sentiment que tous ces éléments sont remontés beaucoup plus fortement à la surface? Non, je voudrais vous dire d'abord que ce que vous dites est inexact dans la mesure où l'un des leaders
hein, de la séparation, du non-rattachement du Cameroun, du Cameroun anglophone à la République du Cameroun, c'était le docteur Ndélé. Ndélé, oui. Mais vous avez très bien vu que le docteur Ndélé a participé à la conférence de Fumban. En 61, tout à fait. Hein? Oui. Vous savez très bien que le docteur Ndélé a participé à la traduction de l'hymne national du Cameroun. Tout à fait. Comment vous pouvez donc dire qu'ils n'ont pas été pris en compte? Mais il y a une loi de la démocratie qui veut que lorsque vous allez à une élection, lorsque la majorité l'a emporté, vous vous alignez. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ce qui s'était passé, absolument. Et puis quand on parle toujours de cette crise anglophone, et on parle seulement de la Southern Cameroun, n'oublions pas une chose. En 1919, au moment où la SDN prend en charge le Cameroun n'avait pas la superficie que nous avons aujourd'hui. C'était un État beaucoup plus grand, hein, dont la frontière ouest avec le Nigeria s'étendait de la baie jusqu'au lac Tchad. Et cette région-là, qui a été sous administration britannique, a été divisée en deux grandes régions, la Northern Cameroun et la Southern Cameroun. Où est la Northern Cameroun? Rattachée au Nigeria. Pourquoi? Après ce fameux... Pourquoi? Pourquoi la Northern Cameroun a été rattachée au Nigeria? Parce qu'après le référendum organisé par les Nations Unies, la Northern Cameroun a opté pour son rattachement au Nigeria. Pensez-vous que nous, maintenant, nous devons nous lever pour aller réclamer la restitution au Cameroun de la Northern Cameroun, aller réclamer au Nigeria la restitution au Cameroun de la Northern Cameroun? Non. Le monde est gouverné par des règles que nous devons tous respecter. Et ces règles-là ont été appliquées pour le cas du Cameroun. En 1961, une bonne partie de notre territoire est partie au Nigeria, l'autre nous a été attribué. Et vous avez observé qu'en 1994, malgré les résultats de ce référendum de 61, le Nigeria nous a attaqués. Le Nigeria a attaqué l'État du Cameroun sur le plan militaire en envahissant la zone de Bakassi. Une sous-préfecture a été prise. De nombreuses localités ont été prises. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Le président de la République a pris des mesures pour assurer l'intégrité de notre territoire sur le plan militaire. Le président de la République a pris des mesures pour préserver la paix dans la sous-région, a saisi les organisations internationales, les Nations Unies, avec la Cour internationale de justice. Nous avons tous suivi l'affaire Bakassi. Des éminents juristes camerounais ont défendu brillamment la cause camerounaise. Il me semble que le Cameroun a gagné ce procès. Absolument. Il me semble qu'après les accords de Green Tree, une frontière camerounaise avec le Nigeria a été clairement déterminée. Et cette frontière a fait l'objet d'un tracé conjoint entre le Cameroun et le Nigeria sous le contrôle des Nations Unies. Et puis, à cette époque-là, ceux qui viennent parler des peuples indigènes d'Ambazonie aujourd'hui, qu'ont-ils fait pour défendre donc l'intégrité de leur Ambazonie? Non. Ce n'est pas de cette manière que nous devons résoudre les problèmes de notre pays. Le Cameroun a certes des problèmes comme tous les autres pays. Le Cameroun peut avoir des problèmes de gouvernance qu'il convient d'améliorer. Ça, j'en conviens. Mais de là à penser qu'un groupe d'individus qui n'ont aucun état de service au Cameroun d'ailleurs, et qui sont pour la plupart des anciens fonctionnaires du Cameroun. Vous dites qu'ils n'ont aucun état de service, mais ils ont servi le Cameroun. Oui, mais ils ont quel état de service? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand on voit un certain Ebenezer Akwanga, vous le connaissez? Oui, c'est un journaliste. Il a été journaliste à la CRTV. Absolument. Il a été meilleur que qui là-bas? Vous connaissez Bohebet? Tout à fait. Vous le connaissez? C'était un journaliste camerounais. Il a été meilleur que qui là-bas? Quels sont ses états de service? Quels sont leurs états de service? Pour qu'aujourd'hui ils se lèvent, ils disent que le Cameroun est mal gouverné, le Cameroun est mal marginalisé, pendant qu'ils sont tapis
aux États-Unis, ils nourrissent leurs pauvres parents qu'ils ont abandonnés ici, d'illusions. Ils les envoient même au suicide. Vous pensez que cela est sérieux? Tous les pays du monde, tous les États du monde sans exception, ont des services de maintien de l'ordre. Et le maintien de l'ordre est la colonne vertébrale d'un État, quel qu'il soit, sauf à me démontrer que l'État d'Ambazonie, demain, n'aura pas de service de maintien de l'ordre. Mais quand je sais que toujours ces Ambazoniens, à travers les réseaux sociaux, sont en train de lancer des recrutements pour constituer ce qu'ils appellent Ambazonian Army Force. C'est pour faire quoi? Ce sera pour faire quoi? Non, soyons sérieux. Alors, soyons sérieux. Lorsque nous avons des problèmes dans notre pays, nous devons en débattre dans un cadre tout à fait républicain. Absolument. Et on trouve des solutions. Et on a toujours trouvé des solutions avec le président Biya. Quand on vous écoute, honorable, on a quand même le sentiment que, est-ce que vous n'accordez pas trop d'importance à cette frange autonomiste qui en réalité, si on va dire indépendantiste, qui en réalité, est-ce que vous pensez qu'elle pèse d'un poids certain aujourd'hui au point de devoir pouvoir prospérer? Parce qu'on vous entend, vous lui accordez une importance qui est très grande à vous écouter. Est-ce que vous ne vous dites pas que ce n'est que eux qui sont finalement... Je voudrais, Guizoro, que vous compreniez que, en dehors des problèmes réels que nos populations posent, presque de partout, dans le Bouy, dans la Mézam, dans la Léquier, dans le Boyo, il y a un groupe qui instrumentalise les gens et qui ne veut pas que le Cameroun reste en paix. La stabilité que nous avons, c'est quelque chose de très cher. Et la stabilité se construit au jour le jour. Et c'est pour ça que je ne comprends pas que souvent on dise que dans tel pays il y a tant d'anciens présidents. Ça peut aussi être un signe d'instabilité. Parce que là-bas, les gens n'arrivent pas à s'accorder, à respecter les institutions. Et à chaque fois, ils créent un petit mouvement de désordre qui fait qu'on change et on vous dira tel pays a tant d'anciens présidents, l'autre a tant d'anciens présidents. Mais nous n'en avons pas besoin parce que nous avons la paix, la stabilité. Nous avons des institutions qui fonctionnent, qui ont peut-être des choses à améliorer, mais nous attendons que ceux-là qui braillent à longueur de journée aux États-Unis viennent ici pour améliorer le fonctionnement de nos institutions. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour cela que je voudrais ajouter, parce que vous me donnez le sentiment que je donne une importance particulière à ce... Puisque non, le Cameroun n'est pas un cas isolé en matière de sécession. Vous savez très bien, nous l'avons tous appris quand on était jeunes. La guerre de sécession faisait partie de ce que nous apprenions dans nos livres d'histoire. Aux États-Unis. Aux États-Unis. 1861. L'État américain, le gouvernement américain a perdu 6 000 hommes dans cette guerre. L'État américain, les États-Unis d'Amérique, c'est combien d'États? Une centaine d'États. Pourquoi le gouvernement central américain n'a pas dit « Ah, on peut laisser cela partir, nous allons continuer à fonctionner ». Le chef de l'État américain a veillé à la protection de l'intégrité du territoire américain et continue de veiller à la protection de l'intégrité du territoire américain aujourd'hui. Allez toucher à 1 seul centimètre du territoire américain, vous verrez ce qui va se passer. À côté, la France, qui est mise en cause dans ce que nous vivons en ce moment, parce qu'elle était partie prenante dans l'administration du Cameroun à cette époque-là. La France elle-même connaît tous les jours des mouvements indépendantistes. La Corse est là pour nous le rappeler tous les jours. Et là-bas, ils ont été même plus violents, plus virulents que l'on peut imaginer. Ils ont abattu un prophète de la République. Claude Érignac, tout à fait. Vous avez vu la France reculer parce qu'on a abattu le prophète?
La France a continué à protéger l'intégrité de son territoire. La France n'a cédé aucun centimètre carré de son territoire, ni en Corse, ni dans les autres départements outre-mer. Donc, c'est pour dire que les problèmes de sécession sont très difficiles à gérer. C'est un domaine extrêmement sensible. Et c'est pour cela que je pense que le chef de l'État, qui en est le premier conscient, a dit la forme de l'État est non négociable. Alors oui, sur ce plan, vous dites que les problèmes de sécession sont difficiles à gérer, mais est-ce que la question de la sécession est la question fondamentale aujourd'hui, ou plutôt c'est la question de la gouvernance? Parce qu'on entend dire que effectivement, ce sont les problèmes de gouvernance. Vous parliez de la France tout à l'heure, qui est mise en cause. Monsieur Dizo, allez leur poser la question parce que c'est eux qui créent la confusion dans les esprits des Camerounais. Je ne peux pas répondre à ça. Est-ce qu'on ne parle pas trop de sécession plutôt que des problèmes de gouvernance? Allez poser la question à ceux-là qui créent la confusion dans les esprits des Camerounais. Je ne peux pas répondre à ça. Absolument bien. Alors, on vous comprend. Mais est-ce que maintenant, pour les solutions, il y en a eu quelques-unes. Le chef d'État a créé une commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Il y a eu une section common law à l'ENAM, une autre à la Cour suprême. Mais on voit quand même qu'on n'a pas beaucoup avancé. On entend toujours beaucoup de récriminations. Et puis il y a des délégations du Premier ministre qui viennent de rentrer, la zone anglophone. Est-ce qu'on n'est pas dans l'impasse honorable? Nous sommes très loin d'être dans l'impasse. Nous sommes très loin d'être dans l'impasse parce que le gouvernement prend ses responsabilités. Pour revenir à la crise des avocats, le premier problème que les avocats ont posé, c'était la traduction des actes du traité OHADA uniformes OHADA en français. En anglais. En anglais. Je voudrais dire que les avocats ont triché. Comment cela? Ils ont triché dans la mesure où ils savent bien que l'OHADA est une organisation internationale qui compte, je crois, 17 États et qui avait pour langue officielle le français. Et le Cameroun, devant cette situation, ne pouvait pas rester les bras croisés. Le gouvernement du Cameroun, dans cette affaire, a obtenu ce qu'il est très difficile d'obtenir dans les organisations internationales. Vous savez très bien que lorsqu'il y a discordance entre un texte national et un texte international, la convention internationale s'impose. Mais dans le cas de l'OHADA, le Cameroun a sollicité et obtenu que l'anglais, du fait de son bilinguisme, soit inscrit, soit adopté comme langue officielle de l'OHADA. Au jour d'aujourd'hui, en plus du français, il y a l'anglais, il y a l'espagnol, il y a le portugais, qui sont dorénavant des langues officielles de l'OHADA. Cela signifie que tous les actes, tous les textes OHADA doivent être présentés en leur version officielle en ces langues-là. Il n'était donc pas de la responsabilité du Cameroun de traduire des documents, des actes émanant d'une organisation internationale. C'était un faux problème. Je n'ai pas dit que c'était un faux problème, mais je dis qu'ils ont triché. Ils le savaient très bien. Et vous avez vu, je ne sais pas si vous mettez en doute la bonne foi du secrétaire permanent OHADA, quand il vient remettre au gouvernement camerounais les actes OHADA en anglais, la version anglaise des actes OHADA. Moi, je crois que ce monsieur, qu'on respecte beaucoup, était de très bonne foi. Donc, ce problème a été résolu. Maintenant, le chef de l'État a dit, je vous ai compris. Il a prescrit un certain nombre de mesures au garde des Sceaux, à savoir la mise en place d'une section common law à la Cour suprême. Ça a été fait ou ça n'a pas été fait? Ça a été fait. N'est-ce pas? Tout à fait. Ce n'est pas un problème résolu. Il a prescrit l'ouverture d'une section common law à l'ENAM. Ça a été fait ou ça n'a pas été fait? C'est fait. Hein? C'est fait, absolument. Ben alors, si nous nous en tenons seulement à ces deux exemples,
je crois que le gouvernement a fait preuve de bonne foi dans sa démarche. Mais seulement, lorsque je parlais tout à l'heure de la sécession, le leader du mouvement des avocats est où en ce moment? Il est aux États-Unis, c'est ça? Ah, il me semble qu'il a fait des déclarations et vous pouvez aller dans les réseaux sociaux, vous allez le voir s'exprimant au milieu des sécessionnistes depuis les États-Unis, alors que des solutions sont trouvées aux problèmes au Cameroun. Si vous avez suivi l'actualité d'il y a 48 heures, vous auriez appris que l'avocat maître en Congo, Bala, est menacé de mort pour avoir déclaré qu'il n'est pas pour la partition du Cameroun. Je crois que vous savez qu'il l'a dit. Et vous savez ce que ça lui vaut? Des menaces. Sissi Tabé a décidé d'avoir sa peau. Alors vous croyez que ça c'est sérieux? Comment pensez-vous qu'on peut donc faire confiance à ce genre de personnes? Alors, si Maître Congo dit aujourd'hui, je ne suis pas partisan de ceci, parce qu'il a des raisons pour le dire, parce qu'il pense que les problèmes du Cameroun peuvent être résolus dans le pays, à l'intérieur de notre pays, que nous n'avons pas besoin de nous diviser, nous n'avons pas besoin de nous entretuer pour résoudre les problèmes. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'il y en a qui trichent. Mais alors, vous dites que des solutions sont trouvées, mais je vous oppose, peut-être pas, je vous fais observer que malgré ces solutions, celles que vous venez de citer encore, on n'a toujours pas l'accalmie qu'on pouvait espérer. Mais pourquoi vous dites, vous insistez, et ça c'est une question sur la forme de l'État, puisqu'on entend quand des gens dire fédéralisme, ça pourrait aller mieux, ou alors fédéralisme des régions, pour dire que mise en place des conseils régionaux. Il y a quand même un problème là. Vous êtes à l'Assemblée nationale, vous voyez vous-même dans la Léquier où dont vous êtes originaire, il y a quand même une pauvreté rampante aussi dans ces zones-là, du fait d'une gouvernance qui n'est pas très bien implémentée. Je voudrais d'abord vous signaler que vous demandez pourquoi il n'y a pas d'accalmie. Je vous ai dit qu'il y a des réseaux dormants de sécessionnistes à travers le monde depuis des lustres. Et ces réseaux, à chaque fois, sortent une touche, l'agitent, forment quand même des jeunes aussi, il faut le reconnaître. Le plus grand communicateur des sécessionnistes est un garçon né en 1984, donc qui ne sait rien de ce qui s'est passé avant au Cameroun. Monsieur Barretta? Monsieur Marc Barretta. Marc Barretta. À qui on a appris que il sera heureux, il pourra diriger un État si on avait l'État d'Ambazonie. Et ces garçons-là, dans un groupe de jeunes, ont entrepris de préparer des messages de propagande à travers les réseaux sociaux. Ils communiquent au quotidien avec les leurs. Ils ont émis, vous pouvez aller sur YouTube, vous le verrez, il y a un qui a pris 1h30 pour expliquer en anglais, en pidgin, en langue locale là-bas aux populations que le fédéralisme est une très mauvaise chose. La décentralisation est pire. Leur seule voie de salut, c'est la création de l'État d'Ambazonie. Et lorsque pendant 3 ans, vous passez le temps à parler aux vôtres, à leur dire ceci qui est bien, à leur apprendre des chansons, lorsque vous inculquez quelque chose à un être humain, à force de le répéter, il finira par retenir quelque chose. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que lorsqu'on demande à ces papas-là, vous croyez que quand on va lever une maman de 90 ans, comme vous-même vous avez vu dans les réseaux sociaux, pour lui dire qu'il faut aller marcher, elle sait pourquoi elle va marcher. Elle sait seulement que mon petit-fils aux États-Unis m'a dit d'aller en route, et que quand j'irai en route, je trouverai le bonheur là-bas. Mais ce petit-fils ne lui a pas dit que lorsqu'elle ira en route, lui, il va la filmer pour aller montrer au monde entier que, vous voyez, on maltraite ma grand-mère. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ce que nous condamnons. C'est ce que moi, je n'approuve pas en tant que citoyen.
Mais le reste des problèmes maintenant, Tout à fait. si nous venons à la décentralisation, je crois que nous avons déjà fait de grands pas. Mais il y a un certain nombre de freins que nous condamnons tous. Et je dois dire le premier, vous avez dit que j'ai été aux affaires. Et à l'occasion, j'ai eu le privilège de participer à la réflexion sur comment rendre les mairies opérationnelles plus autonomes. Cette réflexion a abouti à ce que nous avons appelé l'exception au principe de l'unicité des caisses. De haute lutte, en 1997, nous l'avons arraché Qu'est-ce qu'elle veut dire de l'exécutif. C'est-à-dire que les mairies, les recettes destinées aux mairies ne devaient plus rentrer dans la caisse commune de l'État. Et que chaque mairie devait être dotée d'une recette municipale qui devait avoir un compte pour gérer les recettes et les dépenses de la collectivité territoriale. Cela permettait aux maires et au conseil municipal de prendre des mesures en toute connaissance de cause et en fonction de leurs moyens réels. Il se trouve malheureusement que pour des raisons que ceux qui sont aux affaires seuls maîtrisent, ont introduit la réforme du régime financier de 2007. Et dans cette loi, on est revenu au principe de l'unicité des caisses globales dans la République, sans tenir compte du cas spécifique des collectivités territoriales décentralisées. Je peux vous dire que, quelle que soit la volonté des maires, quelle que soit la compétence des conseillers municipaux, quelle que soit l'expertise de ces hauts responsables de la République, tant que leur trésorerie dépendra de quelqu'un d'autre, il ne sera pas possible de développer nos collectivités territoriales décentralisées. Et donc, s'il y a quelque chose à faire maintenant, avant d'aborder les autres aspects de la décentralisation, il faut assurer l'autonomie financière des collectivités territoriales décentralisées. Voilà l'un des grands pas qu'il faut franchir aujourd'hui, mais nous ne comprenons pas pourquoi il y a toujours des freins à cet aspect-là. Oui, mais honorable, on sait quand même que, notamment sur la gestion des marchés, par exemple, le Premier ministre a pris une décision demandant que les mairies gèrent les marchés, mais tout cela, on n'a pas pu. On a vu à l'Assemblée nationale, le débat a été parfois très, très houleux sur la question. Et ce sont toujours des freins qui sont réels. Il y a deux problèmes. Quand vous parlez de marché, Oui. Il y a le marché en tant que place réservée à un certain type de commerce au sein d'une collectivité territoriale décentralisée. Il y a un débat entre les communautés urbaines et les mairies sur la gestion des marchés. Ça, il y a cet aspect-là que les gens confondent toujours avec l'autre volet qui est marché public. Absolument. Maintenant, la réforme des marchés publics, telle qu'elle a évolué au Cameroun, me semble évoluer en dents de scie. Parce qu'il y a des moments où il y a eu de grandes avancées et il y a des moments où on a comme l'impression qu'il y a une grande reculade. Il y a une notion que l'on a introduite dans la gestion des marchés publics qui s'appelle la responsabilisation du maître d'ouvrage. Je ne sais pas si cette notion est favorable à une bonne gouvernance. Il ne me semble pas que oui. Maintenant, on a pensé que chaque collectivité territoriale pouvait être dotée d'une commission de passation des marchés. Il y a l'éternel problème des ressources humaines. Il y a l'éternel problème de l'expertise des cadres de nos collectivités territoriales qui est faible. Et il y a toujours et toujours ce fameux problème de disponibilité de la trésorerie. Lié à ce que vous avez rappelé. À l'unicité des caisses. Lorsqu'on met à la disposition des collectivités territoriales décentralisées des commissions de passation des marchés, cette création ne s'accompagne pas des ressources nécessaires.
pour aider au fonctionnement de ces collectivités. Et il se trouve malheureusement que, n'ayant pas la possibilité de s'autofinancer dans ce secteur, beaucoup de nos mairies sont tributaires des commissions de passation du marché qui sont rattachées ailleurs et qui rendent service à la mairie comme si ça avait été une faveur. Le maire perd donc tout pouvoir qu'un maître d'ouvrage devrait avoir, parce que je dois vous dire, les prestataires ne se sentent responsables que devant la personne qui leur attribue le marché. Hein. Vous avez beau être l'ordonnateur, si ce n'est pas vous qui lui avez attribué le marché, il fera à sa guise. Hein. Il se fera à sa guise. Et donc moi je crois qu'il faut responsabiliser davantage les responsables des collectivités territoriales pour leur permettre de mieux implémenter tout ce que le président de la République a prescrit dans le domaine de la décentralisation. Et je dois dire à ce sujet que de nombreux textes de loi ont été votés. Et loin d'être parfaits, ces textes, si elles avaient été implémentés comme il se doit, permettraient au Cameroun aujourd'hui de faire de grandes enjambées en matière de développement local. Malheureusement, il y a toujours des freins que nous déplorons tous. Mais moi, je ne suis pas d'accord que l'on dise que ce sont ces freins-là, que ce sont ces obstacles-là qui débouchent sur ce qui se passe dans les régions du nord-ouest. Ça n'a rien à voir. Mais on sait quand même que la partie anglophone a souvent eu un certain nombre de coups de franche. PWD, Power Public Work Department, ça c'est une structure qui s'occupait des routes là-bas. Même la gestion de l'eau a souvent été très particulière dans cette zone. Mais depuis, tout cela a été recentralisé. Est-ce que c'était une particularité de cette zone-là? Non. Moi, tout jeune, j'ai été ce qu'on appelait cantonnier. Ceux qui sont chargés de défricher les routes. Ceux qui sont chargés d'entretenir au niveau local les routes. Tout à fait. Mais cette possibilité a été retirée au niveau local. Et on ne sait pas où elle se gère en ce moment. Donc ce n'est pas une spécificité de cette zone. Vous savez qu'à l'époque, il y avait les délégations des travaux publics jusqu'au niveau des arrondissements qui disposaient des engins et qui étaient capables d'intervenir en urgence quand il y a un problème au niveau de la route. Ce n'est pas la particularité de cette zone. Et puis j'entends souvent dire que le fait d'avoir transféré les compétences à Yaoundé a éloigné le centre de décision des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Monsieur Gizogo, entre Maroua et Yaoundé, entre Molundu et Yaoundé, et entre Bouya et Yaoundé, quelle est la distance la plus longue? Pensez-vous que le citoyen camerounais de Kousseri est plus proche du centre de décision qui est Yaoundé que le citoyen de Mamfé? Non, soyons conséquents, n'évoquons pas des choses qui n'ont aucun sens pour prétendre que c'est ça qui fait problème. Non, ça ne peut pas faire problème. Mais la mise en place des régions... Écoutez-moi très bien. Oui, écoutez-moi très bien. Si on laisse la possibilité aux responsables des administrations déconcentrées d'agir et de décider à leur niveau, je crois que tous les Camerounais se sentiraient proches de l'administration. Et c'est l'organisation actuelle de notre État. C'est-à-dire apporter aux populations, là où elles résident, les services de l'administration. Et c'est le cas. Mais seulement, il y a des petits freins que l'on peut lever par une volonté politique. Alors, on n'a pas besoin d'aller en guerre pour ça. Oui, tout à fait. Alors, le secrétaire général des Nations Unies, qui est d'ailleurs, qui a eu un entretien avec le chef de l'État du Cameroun après sa visite en République centrafricaine, a prescrit, il a recommandé, du moins il a appelé à un dialogue dans cette crise anglophone, ainsi que la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Mme Michaëlle Jean. Qu'est-ce que vous pensez qu'on puisse faire de supplémentaire aujourd'hui par rapport à ce qui a déjà été fait pour finalement revenir à la normale en définitive pour ce qui concerne cette crise anglophone dont nous parlons? Je voudrais également, excusez-moi de revenir toujours sur les sécessionnistes ambazoniens. Oui. Au moment où le secrétaire général des Nations Unies prescrit le dialogue franc
entre les différents leaders et le gouvernement. Le leader élu, parce qu'ils disent que c'est un leader élu, Sisikou Tabé, a fait une déclaration formelle qui se retrouve dans tous les réseaux sociaux, où il dit qu'il est prêt à s'asseoir sur une table de dialogue avec le président Paul Biya, hors du Cameroun, sous l'arbitrage des Nations Unies et de l'Union africaine, et pour débattre d'un seul point à l'ordre du jour, les conditions de séparation des deux États. De ce dialogue-là que vous voulez, pensez-vous que ce dialogue-là, tel que prescrit, tel que perçu par ceux-là, va nous faire avancer? Non. Il y a d'autres leaders à l'intérieur qui ont des voix, qui portent, qui peuvent parler à leur population, qui peuvent discuter avec le gouvernement, qui peuvent adresser les problèmes au gouvernement. Et vous allez voir tout à l'heure, quand on parlera peut-être des circonscriptions électorales, vous verrez la représentation nationale telle qu'elle est repartie dans l'ensemble du territoire. Vous comprendrez qu'il y a des porteurs de voix des populations partout dans la République qui peuvent parler, se faire entendre et faire entendre la voix des populations. Alors sur ce point, je pense qu'on vous a compris. Vous êtes cette première partie qui concernait la crise anglophone et ce que vous en pensez. Alors, un autre sujet dans cette émission, c'est l'élection présidentielle de 1992. Je l'annonçais à l'entame de ce débat. Il y a quelques jours de cela, Maître Keremouna, candidat déclaré à l'élection présidentielle de 2018, a affirmé que lors de la présidentielle du 11 octobre 1992, Ni John Frundi, candidat du SDF, avait remporté cette élection présidentielle. C'est-à-dire, contrairement aux chiffres qu'on a eu, près de 40% pour Paul Biya lors de cette élection et un peu plus de 35% pour Ni John Frundi. Pour Maître Keremouna, c'est exactement le contraire. C'est Ni John Frundi qui a remporté cette élection. Qu'est-ce que vous en dites? Je sais, pour avoir échangé avec vous, vous dites ce n'est pas vrai, cela n'est pas possible. Je voudrais d'abord rappeler, M. Guizoro, que la dernière élection pluraliste au Cameroun a eu lieu en 1964. Tout à fait, législatif. Où il y avait plusieurs partis politiques en compétition. Dont les principaux, l'UC. De 1964 à 1992, il n'y a plus jamais eu d'élection pluraliste au Cameroun. Tout à fait. Il faut savoir reconnaître le mérite de chacun. Vous vous rappelez très bien de cette déclaration du président Paul Biya en 1990, quand il a pris à contre-pied tous les ténors de son parti pour leur dire: vous allez désormais vous préparer à la concurrence. Lors du congrès de juin 90, congrès du RDPC. Et il ne s'est pas contenté des déclarations. Il est passé à la vitesse supérieure. Il a organisé la tripartite et après la tripartite, il y a eu une série de textes sur les libertés au Cameroun. La Sopekama d'ailleurs fait toute une édition d'un livre, un recueil des textes sur les libertés au Cameroun. Et le président de la République a doté de son pays d'un certain nombre de textes qui octroyaient à tout citoyen camerounais la liberté de créer un parti politique, la liberté de créer n'importe quelle association, la liberté de créer n'importe quel organe de presse, et a assorti toutes ces libertés d'une réglementation appropriée. Et c'est sur la base de ces textes que des partis politiques vont donc, pour la première fois, s'exprimer officiellement au Cameroun par la volonté du président Paul Biya, qui est un démocrate confirmé.
Mais il y a aussi quand même des Camerounais qui ont manifesté pour réclamer cette liberté. Maintenant, je peux appeler ça de la récupération. Parce que les hommes politiques sont très intelligents. Et ils savent lire les signes. Et ils savent qu'au bout de telle démarche, il y aura telle chose. Et entre-temps, ils s'insèrent quelque part pour qu'on dise que c'est grâce à la marche que j'ai organisée tel jour, que nous avons arraché, comme j'entends dire aujourd'hui, les libertés. Non, c'était une volonté exprimée depuis le 6 novembre 1982 et concrétisée par le président de la République en 1990. Qu'on est rentré de plein pied dans la démocratie et dans le multipartisme au Cameroun. Je voulais rappeler cela pour dire que si un candidat à l'élection présidentielle se lève aujourd'hui pour déclarer qu'un autre candidat, que Paul Biya, a gagné l'élection présidentielle de 1992, j'ai bien peur que ce candidat ne maîtrise pas bien les tenants et les aboutissants d'une élection. Donc pour vous, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est comme si l'élection présidentielle de 1992 opposait M. Paul Biya à M. Ni John Frundi. Dire que M. John Frundi a gagné devant M. Paul Biya, c'est faire insulte à toutes ces personnalités camerounaises qui ont présenté leur candidature, qui ont été acceptées, qui ont présenté leur programme politique et qui ont soumis ce programme politique au suffrage des Camerounais. Et, si j'ai bonne souvenance, ils étaient 6 candidats. Et la circonscription, conformément à la loi électorale d'alors, et même de celle d'aujourd'hui, pour l'élection présidentielle, c'est le territoire national. Monsieur Guizoro, si vous voulez, faisons des statistiques sur le maillage du territoire national camerounais, parti politique par parti politique. Donc vous soutenez la configuration de l'Assemblée nationale aujourd'hui montre très bien quel est le maillage de notre territoire sur le plan politique. Oui. Je n'ai pas encore parlé de ça. Absolument. Mais je voudrais simplement rappeler que M. Bello Bouba Maïgari, il est là, il était candidat à l'élection de 92. Absolument. Et M. Bello Bouba Maïgari a quand même obtenu un peu plus de 19% des suffrages des Camerounais. Et vous savez très bien qu'en République française, lorsque vous allez à une élection présidentielle, vous obtenez ce pourcentage-là, on vous prend au sérieux. Ça veut dire que sur le plan politique, vous représentez quelque chose pour votre pays. Dire aujourd'hui que c'est un individu qui a gagné par rapport à un autre, non, je crois que ce n'est pas sérieux. Au-delà de M. Bello Bouba, M. Adamou Ndamjoya a été candidat à cette élection présidentielle. Il a engrangé 3,6%. Ce n'est pas rien. Même le dernier des 6 candidats qui était Emma Otou a quand même gagné 0,4%. Ça veut dire qu'il a dit quelque chose qui a été accepté par un certain nombre de Camerounais. Et lorsque vous mettez tout ça bout à bout, ça justifie clairement, conformément au système électoral en vigueur au Cameroun, que le président Paul Biya, avec ses 40%, ait été élu président de la République. Et c'était conforme à nos lois. Cela a été approuvé par la Cour suprême de notre pays. Venir aujourd'hui, près de 20 ans après, dire qu'il a perdu les élections. Bon, je suis d'accord. Observons donc ce qui s'est passé depuis lors. Mais je dois avouer qu'en 1992, il y a eu un vent de changement qui a fait que les Camerounais étaient très enthousiastes.
Et ils sont allés en masse pour voter, prenant de court les partisans du RDPC qui ont été habitués à un candidat unique et qui étaient convaincus que leur candidat gagnerait haut de la main et certainement n'ont pas eu le même enthousiasme. Mais lorsque ces partisans du RDPC ont pris conscience du danger de la concurrence, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Les chiffres parlent seuls. Les chiffres parlent seuls aujourd'hui. Pour être tout à fait précis, ce que vous voulez dire, honorable, si je vous suis très bien, vous voulez dire qu'entre les législatives de mars 92 et la présidentielle d'octobre 92, il y a eu un ressaisissement des électeurs du RDPC. Absolument. Qui ont compris qu'il fallait absolument préserver les acquis. Les acquis. Et c'est ce qui s'est passé. Absolument. Mais alors, pour être tout à fait précis encore, Maître Akeremouna explique que c'est lui qui était en charge du pointage des élections pour le compte des résultats pour le compte du candidat du SDF. Il indique donc qu'il a commencé à relever les résultats et qu'au fur et à mesure, il les rendait publics et ceci donnait Foundi en avance. Et lorsque, toujours selon lui, lorsque le gouvernement, notamment le ministre de l'administration territoriale, Gilbert Andjé-Tchungui, a appris que c'était le cas, M. Conchou, qui était à la communication, a rendu public des résultats. Et que lui, en observant ces résultats, a pu constater que c'est en fait les résultats des législatives de mars 92 qui étaient donnés en lieu et place de ceux de la présidentielle d'octobre. Et ce qui conforte, selon lui, l'idée que Foundi a effectivement remporté cette élection et que M. Conchou avait expliqué que lorsqu'il a pris les résultats qu'on lui avait donnés, il a mis dans le même tiroir où ceux des élections législatives se trouvaient. Voilà l'explication qu'il a donnée à la presse. C'est un avocat. Oui. Ce candidat, il me semble que c'est un avocat. Oui. Et qu'il sait qu'au Cameroun, il existe ce qu'on appelle le contentieux électoral. Oui. Et qu'il me semble qu'il aurait été avocat de certains candidats à cette élection. Il peut donner une explication aussi simpliste que quelqu'un aurait confondu des résultats dans un tiroir et c'est ce papier qu'on a mis dans un tiroir pour aller lire à la télé qui a prévalu à la Cour suprême. Ne faisons pas insulte à nos institutions. Respectons-les. Vous savez très bien que toutes les élections au Cameroun, depuis l'avènement du multipartisme, font l'objet d'un contentieux électoral très couru par les avocats, par les partis politiques et par les citoyens, parce que tout le monde tient à savoir quel est le résultat réel de l'élection, des élections qui viennent de se passer. Et vous admettez donc que parce que quelqu'un est allé à la radio, il est allé dire que tel a eu temps, la Cour suprême a aussi avalé ça, alors que lui, mandataire de son parti, avocat de son État, avait toutes les possibilités d'introduire un recours, de les soutenir auprès de la Cour suprême. Je dois vous dire que, tout dernièrement, le RDPC a perdu, je crois, 9 sièges au cours d'un contentieux électoral. Pour dire que notre système judiciaire est quand même encore crédible. Donc, pour l'élection présidentielle 92, vous dénoncez, vous dites que... De toutes les manières, mais la Cour suprême si un candidat déclare cela aujourd'hui, je pense que ce candidat fait insulte aux personnalités qui ont présenté leur candidature et qui ont engagé des suffrages importants qui démontrent qu'ils ont un poids politique dans le territoire du Cameroun. Alors, mais la Cour et je crois que c'est des personnalités qui sont très respectées. Et les faits nous le démontrent aujourd'hui. Mais la Cour suprême elle-même, honorable, a reconnu qu'il y avait en 92, ça c'est de la décision de la Cour suprême, lorsqu'elle lisait les résultats, le président Alexis Pandamouel avait reconnu qu'il y avait eu des irrégularités. Peut-être pas de nature à remettre en cause le scrutin, mais il a reconnu qu'il y avait eu des irrégularités. Et si Akeremouna disait la même chose, comme c'est le cas, vous dites ça ne compte que pour du beurre. Lorsque vous suivez une décision de justice, tout à fait, la décision de justice comporte un certain nombre d'éléments, donc des attendus qu'il y a eu. Et lorsqu'on a développé tout ça,
il y a un autre volet de la décision de justice qui dit que telle chose que nous avons retenue n'est pas de telle nature, telle autre que nous avons retenue n'est pas de telle nature. Et en conclusion, nous décidons que. C'est comme cela que ça se passe. On peut avoir noté des irrégularités parce que l'élection, toute organisation humaine peut comporter des irrégularités. Et il y a des irrégularités substantielles. Et il y a des irrégularités ordinaires qui peuvent ne pas avoir de conséquences sur le résultat final. Et je crois que c'est de ça qu'il s'est agi. Et lorsque l'on relève ces régularités, on les écarte et on prend en compte ce qui est substantiel et on proclame les résultats. Et je crois que notre Cour suprême, à l'époque, a fait son travail en toute froideur. Et la décision a été rendue. Paul Biya a été élu président de la République. Bon, aujourd'hui, je pense qu'il ne s'agit pas de dire ce qui s'est passé il y a 20 ans ou de faire ce qui s'est passé il y a 20 ans. Il s'agit aujourd'hui pour le candidat de présenter un programme politique qui va emporter l'adhésion du maximum des électeurs sur toute l'étendue de la circonscription électorale, qui pour le moment est l'étendue du Cameroun. Donc, au lieu d'aller faire des déclarations sur ce qui se serait passé de manière hypothétique, il vaut mieux se concentrer sur la maîtrise de la circonscription électorale. Parce que si vous ne maîtrisez pas une circonscription électorale, vous ne pouvez pas gagner une élection. Une élection ne se gagne pas sur les plateaux de télévision, une élection se gagne sur le terrain. Les candidats viennent présenter leur programme politique, leur projet politique, descendent avec leurs états-majors sur le terrain pour convaincre la circonscription électorale nationale à leur accorder des suffrages. Si vous ne pouvez pas le faire, pour attendre qu'après vous allez dire que tel candidat a triché, je crois que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Alors, à vous entendre, honorable, on note que vous dites que selon le maillage électoral du Cameroun actuellement, le RDPC, on ne peut pas battre le RDPC, ou du moins qu'il est majorité et qu'il y a de fortes chances que c'est lui qui remporte le scrutin. Vous le dites notamment sur cette présidentielle de 92. Oui, je l'ai dit oui. Sur la présidentielle de 92 et je le redis encore aujourd'hui. Je suis député à l'Assemblée nationale. Le RDPC, aux élections du 30 septembre 2013, a engrangé 148 sièges. Si vous prenez la répartition nationale de la représentation de chaque parti, vous verrez très bien que certains partis ne sont représentés que dans 2 circonscriptions électorales ou dans 2 régions. Et il y en a qui ne sont représentés que dans une seule circonscription électorale. Et si nous prenons le cas de ce parti-là, qui peut-être aurait gagné des élections en 1992, aujourd'hui, ce parti compte 18 députés à l'Assemblée nationale. Pour bien vous édifier, les 18 députés, 13 viennent de la région du Nord-Ouest, 1 vient de la région de l'Ouest, un autre de la région du Sud-Ouest, 3 de la région du littoral, de la ville de Douala. 18. Monsieur Guizou, lorsque vous avez un parti politique présent de cette manière-là sur le territoire, comment pensez que ce parti va gagner une élection qui sollicite des électeurs de la Damawa,
et du Sud-Ouest à travers la République. Comment il va faire? C'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure qu'une élection se gagne par la maîtrise de la circonscription électorale. Et dans le cas de la présidentielle, la circonscription électorale est nationale. Pour qu'un parti politique gagne l'élection présidentielle au Cameroun aujourd'hui, il faut que ce parti politique soit présent sur l'ensemble du territoire. Si ce n'est pas le cas, vous irez présenter une candidature pour que vous puissiez apporter un plus à la construction de notre pays par la voie de la démocratie et faire entendre votre voix dans le cadre d'un parti de l'opposition. Et peut-être que sur ce plan-là, vous aurez un rôle à jouer. Mais, tel que le maillage du territoire se présente aujourd'hui, il sera difficile qu'un candidat autre qu'un issu du RDPC gagne l'élection présidentielle. Alors, mais ce maillage-là, comme vous nous l'expliquez, ce maillage-là, quelles sont ses caractéristiques aujourd'hui? Est-ce qu'elles ne sont pas en défaveur de l'opposition, par exemple, honorable? Il ne revient pas à un individu ou à qui que ce soit de permettre à X ou à Y candidat de couvrir le territoire national lorsque vous vous engagez à une élection. Vous vous dotez des moyens qui vous permettent de pouvoir couvrir votre circonscription politique, c'est-à-dire l'ensemble de vos électeurs. Mais ce qui se passe généralement au Cameroun, c'est que l'on commence par présenter une candidature. Après avoir présenté la candidature, on se met donc à chercher les électeurs sans savoir où ils sont logés. Nous avons vu ici, dans le cadre d'une élection à la FECAFOOT, tout le monde sait quel est le collège électoral pour être président de la FECAFOOT. Vous avez vu des candidats qui ont abandonné le collège électoral pour aller faire campagne dans les marchés, en ville, partout dans la République. C'est-à-dire partout où ils devaient être, sauf là où il y avait leur collège électoral. Et je crois que c'est ce qui arrive à ces candidats qui vont à la télé, ils se mettent à faire de beaux discours et oublient que pour rendre ce discours concret, ils doivent aller vers leurs électeurs. Vous aurez un électeur à Molundu, vous l'aurez à Kousséri, vous l'aurez à Bouya, vous l'aurez à Nkambé, pour pouvoir gagner une élection présidentielle. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de magie. Il n'y a pas de magie là-dedans. C'est un calcul arithmétique que lorsque j'aurais pris 58 départements, j'aurais pris 10 dans chaque département, j'aurais couvert le territoire national avec mes 10 et j'aurais dépassé celui qui n'a pris que dans 3 départements. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire par là? Pour pouvoir gagner une élection, il faut maîtriser la circonscription électorale. Mais alors, est-ce que le RDPC ne bénéficie pas des moyens d'État pour pouvoir couvrir cette circonscription? C'est vous qui le dites, mais moi je ne le sais pas. Vous avez servi l'État du Cameroun à de hautes fonctions. Est-ce que vous n'êtes jamais allé en campagne pour le RDPC avec les moyens d'État? J'étais interdit de politique à cette époque. Ah bon? Il faut que vous le sachiez très bien. Il y a des textes qui existent et qui sont applicables et appliqués au Cameroun, qui interdisent aux fonctionnaires de police, qui interdisent aux magistrats, qui interdisent aux aux fonctionnaires du maintien de l'ordre, dans leur ensemble, de faire de la politique, de participer à des meetings politiques. Mais ces textes ne leur enlèvent pas le droit de vote. Tout à fait. Voilà. Qui est sacré. Voilà. Oui. Quand vous dites que le RDPC utilise les moyens de l'État, moi je ne sais pas, je ne peux pas le prouver. Je sais que le RDPC fait l'effort d'avoir des militants partout, d'avoir des partisans partout, d'avoir des membres partout à travers la République. Parce que lorsque vous regardez les différentes télévisions, que ce soit à Yokadouma, que ce soit à Kousséri, que ce soit à Nkambé, à Mamfé et autres, vous allez toujours voir des gens avec des tenues RDPC. Mais, il y a des partis, lorsque vous arrivez dans
un département de la République, vous parlez de ce parti-là, on vous demande, mais c'est le fruit de quel arbre ça? C'est de ça qu'il s'agit. Nos partis devront d'abord travailler pour pouvoir couvrir l'ensemble des territoires. Or, il se trouve aujourd'hui qu'ils sont plus de 200 partis politiques à vouloir conquérir les quelques électeurs que nous avons dans notre pays. Et pour arriver à couvrir les 58 départements, ce n'est pas une mince affaire. Il y a la caution qu'il faut payer. Il y a des moyens humains, matériels et financiers qui vont être mis à la disposition de ces équipes de campagne pour mobiliser. Si vous n'avez pas pu le faire, comment vous allez pouvoir avoir des électeurs? Comment pensez-vous que vous pourriez gagner une élection? Est-ce que le découpage en lui-même honorable ne pose pas problème? Parce qu'on a souvent entendu des cas dans ce pays, ce qu'on peut, on peut le dire, on peut le constater. Vous m'avez posé le problème de l'élection présidentielle et je vous réponds clairement qu'il n'y a aucun découpage dans l'élection présidentielle. C'est une circonscription nationale unique. Oui, bien sûr. Nous viendrons plus tard sur la question du découpage, puisque c'est là où nous irons tout à fait. C'est un découpage unique, comme vous le dites, circonscription nationale. Et là, le parti, vous dites que le RDPC implanté tel qu'il est, a effectivement, serait difficilement battu sur le terrain, comme on l'a vu, et vous dites que Maître Kérémouna raconte beaucoup de choses qui ne sont pas absolument vraies. Exact. Voilà, c'est ce que vous dites. Bien, maintenant, après le volet de cette élection présidentielle, le découpage électoral, donc c'est celui dont je parlais il y a quelques instants, est-ce qu'il reste une pomme de discorde, souvent entre le pouvoir et l'opposition? Ça, on le sait aussi, et on a souvent reproché au pouvoir de faire un découpage qui l'arrange pour gagner les élections, notamment cette fois-là qu'il s'agisse des législatives ou des municipales. Vous avez géré la municipale de 96. Ça, c'est la première élection que vous avez gérée dans ce pays. Alors, disons que l'opposition avait remporté un certain nombre de sièges importants. Je ne vais pas parler à votre place, vous qui étiez l'opérationnel sur le terrain en 96. Mais sauf qu'au final, sur l'ensemble des mairies, on avait vu que l'opposition était restée dans les zones urbaines et qu'elle n'avait pas pu percer plus loin. Vous touchez justement un domaine très pratique et précis pour démontrer que la maîtrise de la circonscription électorale est le vecteur principal pour gagner une élection. L'élection municipale au Cameroun est une élection de proximité. C'est une élection locale où vous devez aller vers vos électeurs, les convaincre et les amener à voter pour vous. Le Cameroun compte près de 360 communes, sinon un peu plus. Chaque commune est une circonscription électorale unique. Et chaque parti politique doit pouvoir présenter, en fonction du nombre de conseillers municipaux dans la commune, des candidats capables de convaincre l'électeur de voter en leur faveur. Ils ne sont pas nombreux au Cameroun, les partis politiques qui sont capables de présenter des candidatures sur l'ensemble des collectivités territoriales décentralisées de notre pays. C'est pour cela que le problème du découpage n'a rien à voir. Il s'agit d'une implantation libre à tous les candidats, à tous les partis politiques. Chaque parti doit pouvoir couvrir une collectivité territoriale bien déterminée pour espérer y gagner une élection. Dans le cas contraire, vous ne pourriez même pas présenter une candidature, parce que la candidature aux élections municipales, ce n'est pas le maire, c'est l'ensemble des conseillers municipaux et c'est un scrutin de liste. Donc, pour pouvoir présenter 35 candidats dans la plus petite collectivité, c'est 25.
pour pouvoir présenter 25 candidats, il faut que vous ayez déjà 25 partisans de votre parti dans la circonscription. Et lorsque vous avez donc présenté les 25 candidats, il faut pouvoir amener les populations de cette circonscription à voter pour vous. Et ce n'est pas toujours évident. Ce n'est pas toujours évident. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, comment on explique également le fait que certaines zones bénéficient d'un très grand nombre de représentants et qu'on estime que ces zones sont moins peuplées que d'autres? Est-ce que cela ne joue pas finalement sur le résultat final de ces scrutins? Par exemple, en ce qui concerne précisément la députation, on a l'habitude de prendre le cas du département du Djaïlobo et d'un autre département comme celui de la Mézam dans le nord-ouest. Djaïlobo dans le sud, Mézam dans le nord-ouest. Est-ce que ce type de problème n'influe pas sur les résultats quand on le sait finalement? Vous savez très bien que dans tous les pays du monde, le découpage électoral relève du domaine réglementaire. Parfois discrétionnaire. Je dis relève du domaine réglementaire. Cela signifie que c'est l'autorité qui a la responsabilité de la gestion administrative et politique du territoire, qui par un acte réglementaire décide de la création ou non des circonscriptions électorales. Ne venez donc pas me demander de vous dire pourquoi dans telle circonscription il y a tant de sièges alors qu'il n'y en a pas dans telle autre. Ce que je viens de vous dire est valable au Cameroun, c'est aussi tout aussi valable en France. Et dans toutes les grandes démocraties du monde, c'est le parti qui gouverne qui décide de la répartition des sièges sur l'ensemble du territoire par voie réglementaire. Et il ne me semble pas que cette décision soit assortie d'une obligation de justification. C'est du domaine souverain. Donc discrétionnaire. Discrétionnaire qu'on ne justifie pas. N'allez pas demander au président de la République de vous dire pourquoi dans la Léquier Ouest, il y a 2 députés et il y en a 3 dans la Léquier Est. Vous savez très bien que dans la dernière législature, la dernière législature, la Léquier Ouest avait 3 sièges. Tout à fait. Mais dans la législature actuelle, la Léquier, les 3 sièges sont allés dans la Léquier Est. Pourquoi je devrais me plaindre pour ça? Est-ce que c'est de ma compétence? Mon rôle à moi, c'est de dire, je suis de la Léquier Ouest, on nous a dit qu'il y a 2 sièges, je vais postuler. Mais alors, et je prends les dispositions pour que si je postule, que je sois élu. Je n'ai pas besoin de dire pourquoi on est allé mettre 3 sièges là-bas. Mais vous comprenez? À partir du moment où je sais que je peux postuler quelque part, je prends des dispositions pour convaincre l'électorat de ce que je suis candidat dans telle circonscription, élisez-moi. Mais vous comprenez les autres partis politiques qui peuvent estimer que la représentation n'est pas suffisamment efficiente pour couvrir les besoins des populations. Si par exemple on a une zone où les populations sont nombreuses et très peu de représentants, ça poserait quand même un problème. Je ne peux pas répondre à cette question parce que je viens de vous dire que le découpage électoral est du domaine réglementaire, souverain et discrétionnaire. Tout à fait. Voilà. Et donc, dans ce cas, le RDPC est majoritaire à l'Assemblée nationale. Est-ce que dans cette configuration actuelle, vous pensez que c'est l'opposition qui ne travaille pas assez pour couvrir le territoire national? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les faits. Les faits qui le disent. C'est les faits qui le montrent. Vous avez toujours dit, les gens ont toujours clamé haut et fort que le deuxième parti politique au Cameroun, c'est le SDF. Vous convenez avec moi qu'à une époque, le SDF a eu 48 sièges au Parlement. Aujourd'hui, ils sont à 18. Vous pensez que c'est le fait du découpage électoral? Vraiment? C'est une reculade. À une époque, l'UNDP a eu 68 sièges.
au Parlement. En 92, mars 92. Aujourd'hui, ils ont 5 sièges. Vous croyez que c'est du seul fait d'un découpage, d'un mauvais découpage? À une époque, le MDR a eu 6 députés au Parlement. Aujourd'hui, ils en ont 1. Vous croyez que c'est du seul fait d'un mauvais découpage? Oui, peut-être il y a un problème avec le découpage, mais le véritable problème, c'est au niveau des partis politiques qui n'ont pas suffisamment fait leur travail et permettre à leur parti de s'asseoir véritablement sur toute l'étendue du territoire. On ne crée pas un parti pour agiter un petit coin de la République et penser qu'on va pouvoir aspirer à un destin national. Je crois que l'on crée un parti politique parce qu'on veut aller à la conquête du pouvoir. Et le pouvoir que l'on veut conquérir couvre un territoire, qui est le Cameroun. Si vous créez votre parti parce que vous voulez qu'on vous voit à Mona Télé, vous oubliez qu'il y a Yaoundé, il y a Yokadouma. Lorsqu'on vous aura vu à Mona Télé, vous irez encore où? Admettons que vous soyez même très populaire à Mona Télé et que vous ravissiez tous les sièges de là-bas. Et après, vous devriez vous contenter de ce que vous avez eu sur le plan local. Ce n'est donc pas la faute du découpage. Mais sauf que c'est le RDPC. C'est la faute de ceux-là qui veulent aller à la conquête du pouvoir et ne se donnent pas les moyens nécessaires pour le faire. Mais sauf que c'est seul le RDPC qui progresse et les autres reculent. Vous faites aussi cette observation, honorable. Depuis 1992, il n'y a que le RDPC qui a avancé, mais les autres ont reculé. Il y a quand même... Allez leur demander pourquoi. Bon, ok. Alors, merci honorable d'avoir accepté notre invitation. Vous parlez avec nous de la crise anglophone, de l'élection présidentielle de 1992 et des contingences du découpage électoral au Cameroun dans le cadre des scrutins. Merci de nous avoir accordé de votre temps pour discuter de ces questions honorables. C'est moi qui vous remercie de m'avoir donné l'occasion d'échanger avec vous sur ces problèmes d'actualité. Et je voudrais le répéter, comme je l'ai dit au début, tout ce que j'ai dit pendant notre entretien n'engage que ma modeste personne. Je n'ai été mandaté ni par un parti politique, ni par le Parlement dont je suis membre. Je vous remercie. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis pendant cet entretien dans le cadre de cette édition de Géopolis sur Equinox Télévision. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain lorsqu'il sera 20h30 pour une nouvelle édition de ce programme. En attendant, ne quittez pas les programmes d'Equinox Télévision et à très bientôt, madame, messieurs.